Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Est-ce une remise en cause des conclusions du récent dialogue politique ou simple incompréhension entre les acteurs du processus électoral? En tout cas, le nouveau chronogramme proposé par la CENI est rejeté par l'opposition, mais l'institution tente de rassurer. Et puis le projet de création de la police de proximité prend forme. Il est désormais question de recueillir l'avis des populations sur l'initiative ou le début d'une tournée de sensibilisation et d'information du directeur de la sûreté de Conakry dans les 5 communes de la capitale. La publication des premiers résultats des examens nationaux seront pour bientôt. L'entrée en 7e année et le BEPC seraient disponibles. Les cadres de l'enseignement pré-universitaire étaient face à la presse ce lundi. Les Échos, c'est dans ce journal. C'était là les titres. Bienvenue à tous. Polémique au sein de la classe politique guinéenne, le nouveau chronogramme établi par la CENI en vue de l'organisation des élections législatives vient d'être rejeté par l'opposition républicaine, lequel chronogramme qui n'aurait pas pris en compte les dernières conclusions du dialogue politique. Mais du côté de la CENI, on se défend en soutenant que la date du 28 juillet n'est qu'une proposition faite aux différentes parties prenantes du dialogue. Billy Nakumakonde. Conformément aux accords du dialogue politique, les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI se sont réunis en plénière le 14 juin dernier. Objectif: examiner les requêtes de l'opposition en vue d'organiser une élection inclusive. La plénière a débouché sur la proposition d'un chronogramme qui fixe la date des législatives au 28 juin prochain. Ce document n'est valable que quand il est validé par la médiation et par la classe politique. Alors pourquoi parler d'un document qui n'est qu'un projet, qui doit être encore examiné par la classe politique? Il vaudrait mieux attendre que ce document soit examiné. La publication de ce projet de chronogramme a fait des tollés au sein de l'opposition républicaine. Ce projet de chronogramme s'appuie sur des conditionnalités qui ne sont pas remplies. Premièrement, l'obtention d'un accord politique entre tous les compétiteurs électoraux, ce qui n'est pas au jour d'aujourd'hui le cas. Aucun accord politique n'a été conclu, encore moins signé. Et puis deuxièmement, la mise à disposition, au plus tard le 14, c'est-à-dire le vendredi dernier, de toutes les ressources financières qui induisaient cette nouvelle opération de révision exceptionnelle du fichier électoral. Ces conditions n'ont pas été réunies à date, donc ce chronogramme devient de lui-même obsolète. La polémique qui commence à naître autour de l'organisation des législatives sème le doute au sein de la population. Il s'agit de la sincérité des acteurs politiques pour une sortie de crise. À présent, la mise en place prochaine de la police de proximité fait du chemin en Guinée après la rencontre avec les partenaires sur la faisabilité du projet. Le directeur de la sûreté de Conakry a entrepris ce lundi une tournée dans les 5 communes de la capitale. Objectif: informer et sensibiliser les populations sur le bien fondé de la création de la police de proximité, tournée que Boubacar Kassé a débuté par la mairie de Ratoma et les commissariats centraux de Sonfonia et de Ratoma. Beno Marcela. La tournée du directeur régional de la sûreté de Conakry dans les 5 communes de la capitale pendant une semaine portera essentiellement sur l'information et la sensibilisation des élus locaux et les services de sécurité sur le bien fondé de l'installation de la police de proximité dans ces quartiers. Au commissariat centraux de Ratoma et de Sonfonia, Boubacar Kassé a rappelé d'abord aux policiers leur mission régalienne avant de les expliquer l'importance de la police de proximité. Il a aussi interdit le bureau aux inspecteurs de police qui, pour lui, doivent être sur le terrain auprès des populations. Vous avez le droit de comprendre que les services de sécurité existent parce qu'il y a la population. Et notre mission fondamentale, c'est de sécuriser, c'est de protéger cette population. En respectant la population, en respectant les citoyens à tous les niveaux. Les responsables de ces unités de police n'ont pas occulté les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous constituons un effectif de 225 hommes. Un effectif très faible par rapport non seulement à la densité de la population, mais aussi et surtout à cette multiplicité de délits et de crimes commis ça et là dans notre zone.
Avec les élus locaux de la commune de Ratoma, le directeur de la sûreté de Conakry a défini la responsabilité et la compétence de chaque parti dans la lutte contre l'insécurité galopante dans la capitale. Nous sommes des agents de l'État, payés par l'État et mis à la disposition des responsables locaux. Il faudrait que vous le sachiez. Mais ce n'est pas contre la population, mais c'est pour sécuriser cette population. Ce n'est pas contre vous les élus locaux, c'est de travailler de concert avec vous. Il faudrait que les chefs de quartier que vous êtes, que vous acceptez de travailler avec la police qui est mise à votre disposition. Tour à tour, les élus locaux ont énuméré leurs difficultés dans la collaboration avec les services de sécurité. Des difficultés qui se résument par la violation des procédures d'interpellation, la rançon et le manque de communication, d'infrastructures socio-éducatives et de postes de police dans la commune de Ratoma, zone jugée criminogène de Conakry. Autre fait marquant de l'actualité, direction le pays profond, le village de Djeké dans la préfecture de Béla, secoué ce lundi matin par l'explosion de la poudrière du camp militaire implanté dans la localité. L'incident a malheureusement coûté la vie à un agent de sécurité et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Mamadi Kamisuko a joint au téléphone le maire de la commune rurale de Djeké. Écoutez ce que dit Maomi Nian. On l'a appris ce matin, une éclosion à Djeké et dans un camp militaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, depuis 4 heures du matin, la population de Djeké a été paniquée suite à l'explosion qui s'est passée au camp. C'est suite à un circuit électrique dont le bâtiment qui abrite les munitions et obus, vraiment, ça s'est éclaté. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Le bâtiment et son contenu, tout est parti en fumée. Bilan, un mort, un jeune soldat qui a été tué par la suite de la chaleur intense qui était dans le bâtiment. Ensuite, les matériaux ou le contenu du bâtiment, vraiment tout est parti. En fumée, rien n'est resté. Le bâtiment même est totalement brûlé. Voilà, sur le terrain, depuis cette explosion, quelles sont les dispositions qui ont été prises de côté autorité? Au niveau de la CAD de Djeké, les autorités communautaires, sous-préfectorales, préfectorales et régionales, plus les autorités militaires de la région, se sont tous mobilisés pour compartir non seulement la douleur de notre collègue qui a été tué, mais aussi sensibiliser la population pour ne pas que cette population soit déséquilibrée. Voilà, justement par rapport à ça, est-ce que cette explosion a soulevé un vent de panique? Ça s'est fait comme tu penses comme ça, mais on a sensibilisé les gens ce matin vers les 5h, 6h, les gens avaient commencé à fuir, les gens pensaient peut-être que c'était une agression, mais on a passé des messages partout pour dire que non, c'est le camp qui a pris feu. Donc la population est restée calme et à l'heure qu'il fait, la paix règne ici, tout le monde passe à ses affaires. Voilà, et la victime, quelle a été maintenant la suite? La victime a été enterrée, ses parents sont venus de Lola et puis l'enterrement vient de s'achever maintenant là. Monsieur le maire, un dernier mot, un message. Ce que je vais dire à la population de la Guinée en général et les autorités militaires, vraiment je les présente mes condoléances les plus attristées et surtout à la famille éplorée. Au regard de ça, je demande à toute la population de Djeké de rester calme. C'est un incident malheureux, alors tout le monde doit être serein. Ce n'est pas une agression, ce n'est pas autre chose qui s'est passé, mais c'est plutôt un incident. Alors au regard de ça, je demande à tout le monde d'observer de la vigilance parce que des choses comme ça, beaucoup de bandits aussi peuvent profiter pour faire ce qu'on ne souhaite pas. Monsieur le maire de la commune rurale de Djeké, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Les incendies d'origine électrique sont souvent récurrents à Conakry, occasionnant parfois des pertes en vie humaine et d'énormes dégâts matériels aux grandes dames des pauvres citoyens. Dans la plupart des cas, EDG qui peine à satisfaire ses clients est pointé du doigt et les sapeurs-pompiers jouent le médecin après la mort, ce qui nous amène à des réflexions sur le rôle qu'est censé accomplir le service de la protection civile jugé inefficace sur le terrain. La desserte en courant électrique et les perpétuels cas d'incendie, c'est le dossier du jour. Il est signé Mfali Guilavogui. Le courant était revenu dans le banc de 19h. J'ai dit à ma maman de me prêter la clé pour venir boire de l'eau. Au moment où je suis venue maintenant, j'ai regardé à la fumée. J'ai dit au secours, au secours. Malheureusement, il n'y a pas eu de perte en humain, mais on a perdu beaucoup de nos choses. Comme cette dame, ils sont nombreux les citoyens qui perdent tous leurs biens dans les incendies d'origine électrique à Conakry. Ils pointent du doigt l'électricité de Guinée, la société en charge de la distribution du courant électrique. Souvent, c'est la coupure. Lorsque le courant vient, ça vient avec une tension énorme que les appareillages ne peuvent pas supporter. Alors s'il n'y a pas de personne à la maison qui ose soit couper
rapidement le compteur, ça va facilement dégénérer. Alors lorsqu'il y a un incendie comme ça là, le DG doit faire face à ses responsabilités. Il n'y a pas que des dégâts matériels dans les incendies d'origine électrique. Des personnes meurent consumées par le feu quotidiennement à travers le pays. L'incendie a commencé aux environs de 3h, 4h. Il y a eu un cas de mort et toute une maison calcinée avec tout son contenu. Qui est à l'origine des branchements clandestins? C'est les agents de DLG, les agents qui sont remerciés, qui n'ont pas où s'accrocher. Donc, c'est ceux qui se livrent à des branchements clandestins pour avoir de quoi vivre. EDG, Électricité de Guinée, n'est pas la seule structure accusée par les victimes. Elle déplore quelquefois la mauvaise prestation des agents de la protection civile, lesquels, selon certains sinistrés, jouent aux médecins après la mort. Sapeurs-pompiers, ceci également, bon, le service est un peu lent. On peut même dire que c'est le médecin après la mort. Mais avant leur arrivée, ça prouvera que l'incendie a très gagné sur le terrain. Donc, ça ne sera pas facile maintenant d'éteindre le feu. Des propos réfutés en bloc par le directeur général adjoint du service de la protection civile. Ce dernier reconnaît que son département manque de moyens et de matériel pour faire face aux nombreuses sollicitations, et ce depuis 1958. Tout Conakry, aujourd'hui, on ne compte que sur 3 camions incendies. Avant l'indépendance, le service existait. De là jusqu'à maintenant, vraiment, si ce n'est pas des dons, la Guinée n'a jamais payé encore un véhicule pour le service. C'est nous-mêmes, avec la coopération, les missions, on pose nos problèmes. Parfois, il y a des pays qui nous assistent. C'est depuis l'indépendance. Du côté de l'électricité de Guinée, c'est un silence radio. Les responsables de cette structure, pour l'heure, refusent de faire tout commentaire sur les incendies. D'où le cri de cœur de ces citoyens qui affirment que les victimes des cas d'incendie ne bénéficient d'aucun soutien après avoir tout perdu. De la part de l'État ni de l'EDG, il n'y a pas une prise en charge. Alors lorsqu'il y a un incendie, l'EDG doit faire face à ses responsabilités. Mais aujourd'hui, moi je n'ai jamais constaté aucune assistance matérielle ou financière de la part de l'EDG. De plus en plus d'incendies sont enregistrés à Conakry. Des familles entières sont décimées dans des maisons sous le regard indifférent des autorités. Sur un tout autre plan, depuis ce lundi, d'une formation à l'intention des journalistes guinéens, ils sont une trentaine de participants venus des médias publics et privés de la capitale à y prendre part. Pendant 6 jours, la formation sera axée sur le respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journalisme. Aïssata Kaba. Être journaliste en 2013, c'est le thème qui sera débattu au cours de ces journées d'échange et de réflexion. Cette première journée de la formation a été axée sur le lancement des activités qui se tiendront du 17 au 22 juin à Conakry, une formation organisée par l'AGIPEL, l'association guinéenne de la presse en ligne, dans l'objectif de rendre les hommes des médias guinéens libres et responsables. La responsabilité du journaliste dans le traitement juste et équilibré de l'information ne peut lui être incombé que lorsqu'il a été bien formé. Hélas, ce n'est pas souvent le cas. C'est pourquoi l'AGIPEL a placé depuis un certain temps la formation au centre de ses activités. Et nous avons voulu dépasser le champ de la presse en ligne pour faire bénéficier l'ensemble des types de médias dans notre pays des vertus d'une presse bien formée. En prenant la parole, le formateur Jean Kouchner s'est réjoui de l'initiative et s'engage à donner le meilleur de lui. Pendant ces quelques jours, j'enlèverai ma cravate parce que j'ai moins l'habitude de la cravate que du stylo et de la caméra. Et puis, ensemble, nous allons y réfléchir. Ça n'est pas une succession de cours, je vous préviens tout de suite. Préparez-vous à intervenir vous aussi. C'est une succession d'échanges. Nous allons réfléchir ensemble à partir de votre situation ici en Guinée. Président de la cérémonie d'ouverture, Mme Martine Condé est d'abord revenue sur le rôle que doit jouer un journaliste avant d'exhorter les participants à plus de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Un journaliste n'est pas un juge, il n'est pas un commissaire de police, il n'est pas une grande gueule, il ne crée pas l'information, mais il rend compte. Cette préoccupation de notre métier doit être prise en compte, doit être comprise par tous pour le bonheur de la corporation. Durant 6 jours, ces journalistes venus des médias publics et privés seront outillés sur le respect de l'éthique et la déontologie du métier de journalisme.
D'une formation à une autre, une vingtaine d'ONG de défense des droits humains ont entamé ce lundi une session sur l'utilisation des mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, une initiative du Haut Commissariat des droits de l'homme afin d'amener ces ONG à pleinement jouer leur rôle. Adjiratoba. 2 jours pour se familiariser aux mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme pour renforcer la manière d'agir des ONG œuvrant dans les droits humains. Nous avons souhaité avoir cette activité avec vous pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour améliorer la situation des droits de l'homme. Mais on ne peut pas améliorer la situation des droits de l'homme si nous ne maîtrisons pas l'ensemble des instruments, des mécanismes qui sont mis en œuvre sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international. Ce n'est pas seulement le travail de collecte de l'information, mais c'est aussi l'utilisation de l'information que nous avons. Un renforcement de capacité pour amener l'État à faire face à ces 3 obligations majeures dans la mise en œuvre des droits de l'homme. Des obligations que sont le respect, la protection et la promotion. Nous sommes dans un pays qui veut faire le changement, qui veut construire l'État de droit. Mais l'État de droit a ses exigences. On ne peut pas parler de démocratie, d'état de droit si les droits de l'homme ne sont pas respectés, si les droits des citoyens sont violés, si l'impunité règne. Mais l'impunité, c'est aussi l'état où on n'a pas la possibilité de donner des réponses au cas de violation des droits de l'homme qui sont constatés. Ce n'est pas peut-être le souci de faire des déclarations sans donner des suites réelles, mais le besoin de construction de l'état de droit doit se refléter dans notre agir quotidien. Et c'est à nous aussi, en tant qu'ONG, en tant que société civile, d'accompagner les autorités, d'être les véritables sentinelles dans la construction de cet état de droit. Le représentant adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Guinée a aussi encouragé ces ONG dans ce combat quotidien plein d'épines dans lequel elles se sont lancées, la promotion des droits humains. Parlons à présent éducation dans cette édition. Les résultats de l'examen d'entrée en 7e année ainsi que ceux du BEPC sont à ce jour disponibles. Ils attendent d'être publiés par les autorités en charge de l'enseignement préuniversitaire. Quant au baccalauréat unique, les travaux sont actuellement concentrés au niveau du secrétariat et du choix des correcteurs. Des informations données ce lundi à l'occasion d'une conférence de presse animée par des cadres de l'enseignement préuniversitaire. Et la Jomal Paris. Je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, les examens de cette année, c'est les mieux réussis. Aucun dérapage n'a été constaté pendant les examens de cette année, mais aussi au niveau de la correction, dit le chef service examen. Amadou Diallo se félicite de la rigueur qui a prévalu lors de la correction et de la saisie des notes avec le choix strict des correcteurs et des surveillants. Cependant, dans la salle de centralisation, 50 ordinateurs sont affectés aux correcteurs au nombre de 100 personnes, dont 2 ordinateurs pour 2, celui qui dicte et celui qui saisit les notes par candidat. Après la saisie de toutes les notes, on imprime toutes les notes, élève par élève, note par note. Il y a une personne qui dicte, il y a une personne qui fait, celui qui dicte a dit 6, celui qui saisit entend 10. En tapant le 1, le clavier a pointé, elle ne s'est pas rendue compte, elle a tapé 1, c'est pas rentré 7. On imprime toutes les notes, on prend une commission qui regarde. Est-ce que ce qui est sur les copies, c'est la note que nous avons dans les machines. Quand on sera sûr qu'on a tout corrigé, qu'on calcule les moyennes élève par élève. À cela s'ajoute le non-accès des correcteurs aux paramètres pour éviter toute fraude. Amadou Diallo a mis un accent particulier sur un certain nombre de choses, dont entre autres... Qui doit être surveillant, pas n'importe qui. Qui doit être correcteur, pas n'importe qui. Donc tout ça c'est précisé dans cette lettre d'instruction. Ça c'est ventilé au niveau de tous les acteurs et partenaires du système éducatif. C'est le chef d'établissement qui est autorisé à envoyer la liste des correcteurs. Ces propositions sont acheminées dans les DPE. Les DPE recensent ces propositions de correcteurs au niveau de la préfecture. On nous envoie ici. Autre aspect abordé aussi au cours de cette conférence de presse, le refus de certaines candidates de se soumettre à la procédure d'identification pour avoir accès à la salle d'examen et quelques absences dans la commune de Ratoma. Les 12 de Ratoma, j'ai les listes. Les candidats absents à la première épreuve ont été absents à la deuxième épreuve et ont été absents tout au long de l'examen. Nous avons les listes, je les ai, je peux les mettre à votre disposition avec l'autorisation de M. le ministre. C'est pour vous dire que rien n'est laissé au hasard, tout est contrôlé. Chaque information qui nous arrive est contrôlée. Au BEPC, j'ai été témoin d'une situation où j'ai trouvé, en arrivant
dans le centre Lamine Silla, devait évoluer des candidats de l'enseignement général. Cette fille était entièrement voilée. J'ai posé la question à la fille 2 fois. Vous êtes candidate? Je n'ai pas eu de réponse. Je suis en face d'elle, elle ne parle pas. Le candidat, s'il n'a rien à se reprocher, il n'a pas à refuser l'identification. Ces responsables du département de l'éducation se disent disposés à communiquer sur les examens nationaux 2013 dans l'objectivité jusqu'à la publication des résultats finaux. Bientôt une police d'assurance en Guinée pour les hommes de culture. L'initiative est du ministère de la Culture à travers l'agence guinéenne de spectacle. La démarche vise à prendre en charge à hauteur de 70% la couverture médicale des artistes en cas d'hospitalisation par une compagnie d'assurance. Explication Mohamed Malik Diallo. Les artistes guinéens en phase de se doter d'une police d'assurance. C'est un projet qu'ambitionnent les associations d'artistes à l'image de l'UNAMGI, du Mourag ou encore de l'Association nationale des comédiens et humoristes de Guinée. Ceci pour faciliter la prise en charge de leurs membres en cas de maladie nécessitant une hospitalisation. C'est une assurance qui va accompagner les artistes quand ils vont tomber malades à la hauteur de 70%, tout ce qui est frais d'hospitalisation et de médicaments. Pour ce faire, les personnes concernées doivent tout d'abord être des membres d'une association d'artistes puis souscrire à la couverture médicale de la compagnie d'assurance partenaire. C'est l'hospitalisation, c'est pas les maladies de maux de tête et autres que la compagnie prend en charge. Maintenant, juste après les 48 heures, la compagnie rembourse déjà les 48 heures qui ont été écoulées et continue à prendre l'artiste en charge. De ce fait, l'agence guinéenne de spectacle interpelle tous les hommes de culture à ne pas rester en marge de ce projet. On ne va plus permettre à quelqu'un de dire voilà, nous sommes malades, nous sommes à l'hôpital, personne ne nous vient en aide. Tous ces artistes-là arrivent à trouver 314 950 000 francs guinéens. Donc s'ils ne s'assurent pas, c'est que vraiment ils ne veulent pas parer à toute éventualité. Oui, par an. Par an. La police d'assurance est une première pour les artistes guinéens et voire même pour les artistes de certains pays de la sous-région. Dans l'actualité également, un spectacle hommage au feu président Lansana Conté s'est tenu samedi au Palais du Peuple, une initiative de la structure Mass Production qui vise à immortaliser les œuvres de l'ancien président de la République à travers le lancement de l'album Le Visionnaire. L'événement a mobilisé les anciens ministres, parents ainsi que des fidèles administrateurs de feu général Lansana Conté. Compte rendu Fanta Conté. La mémoire du président de cœur, c'est aimer à jamais son président. Il n'est jamais trop tard pour rendre hommage aux plus militants. C'est dans ce souci que Mass Production a organisé cet événement, hommage au feu général Lansana Conté. Un spectacle riche en couleurs et en émotions. Des artistes comme Aïcha Kone, Fodé Kouyaté ou encore Joanna Bari ont à tour de rôle magnifié le général Lansana Conté, père de la démocratie et du multipartisme en Guinée. Une manière d'immortaliser ses œuvres à travers l'album Le Visionnaire. Toute œuvre humaine est composée des aspects positifs et négatifs. C'est vrai que de 1984 à 2004, c'était un homme sain, c'était un homme qui aura posé des jalons concrets et objectifs pour le développement de la Guinée. Mais il vous souviendra aussi que, profitant de sa maladie en 2005, certains de ses collaborateurs justement en ont profité pour mettre la Guinée dans un trou de malgouvernance. Et je crois qu'en tant qu'intellectuels, nous avons le devoir de mémoire aujourd'hui de rappeler tout cela. Cet événement qui a été boudé par les membres du gouvernement a néanmoins connu la présence des anciens ministres, compagnons de lutte, ainsi que les militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP. Il considérait son travail en tant que chef d'État comme une sorte de mission. J'ai connu l'homme dans des moments plus difficiles où il était malade. Et bien sûr, comme tout homme, il y avait des moments difficiles, des moments de faiblesse. Mais dans l'ensemble, il avait l'intention de bien faire. Le président Lansana Conté nous a, pendant le temps qu'il a géré la Guinée, il a aimé ce pays. Il s'est battu pour ce pays, il a défendu ce pays. Nous sommes témoins de ce que le général Lansana Conté a fait en Guinée. Et la chose la plus importante, c'est l'unité nationale. Donc nous sommes là pour rendre hommage, pour honorer sa mémoire et puis pour dire que nous nous battrons pour continuer ses œuvres. Ce général Lansana Conté, président de la Deuxième République, est décédé le 22 décembre 2008 après 24 ans au pouvoir.
le mouvement des jeunes pour la promotion de la paix et de la non-violence a organisé hier dimanche une manifestation sportive au terrain de Russal à Simbaya dans la commune d'Oratoma. La démarche vise à mobiliser et à sensibiliser les jeunes autour de la paix et de la non-violence. Quelques représentants des partis politiques, de la société civile et des ONG ont pris part à la manifestation. Diao Bachir. Le MJPPNV est un jeune mouvement qui œuvre pour la paix, l'unité nationale et la non-violence à travers la mobilisation des jeunes. Avec son arme, la non-violence, le mouvement unit et rapproche les jeunes de tous bords à travers des conférences, des manifestations de réjouissance en passant par leur formation ou encore des manifestations sportives. Ici, au terrain de Russal, un match de gala en faveur de la paix a été organisé. Un match qui a opposé l'équipe de Kona, non de la sous-préfecture d'origine du président, à celle du mouvement. Abdraman Baldé veut surtout utiliser la non-violence pour véhiculer son message de paix et de l'unité nationale. Nous devons lutter farouchement, mais c'est seulement parce que nous aimons ce pays si profondément et que nous nous soucions tant de son avenir. Tous unis, on doit lutter contre l'ethnocentrisme, la division, la haine, car la paix n'a pas de prix. Vous emporterez une victoire, car vous avez raison de croire à la paix, la clé du succès et du développement. C'est la paix qui nourrit. Par ailleurs, Abdraman Baldé rêve surtout d'une Guinée nouvelle où tous les fils et filles, sans distinction, se tiennent les mains, se parlent et regardent dans la même direction. Nous voulons vivre dans un pays où nous avons accès aux meilleures écoles et aux meilleurs professeurs. Dans un pays qui fait honneur à son héritage, il faut que ces violences se terminent. Le président doit écouter, il doit apprendre de chacun de nous. C'est ce qui fera de lui un meilleur président. Aucun président ne doit échouer. L'échec d'un président, c'est l'échec du peuple de Guinée. Pour qu'il avance, il doit écouter. La participation de tous et de chacun est nécessaire pour la construction de la démocratie en République de Guinée. Malgré ces maigres moyens, depuis le lancement officiel de ses activités le 22 mars 2013, le jeune mouvement ne cesse d'organiser des rencontres de sensibilisation en faveur de la paix. Dans l'actualité sur le continent, pourquoi l'expatriation? Pourquoi certains font-ils le choix de quitter leur pays pour aller s'installer à l'étranger? Et quelles sont les répercussions politiques et économiques de l'exil choisi? Pourtant, en Afrique, les expatriés peuvent participer au rayonnement de leur pays. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage. C'est toi qui prends la nuit. Établi en Côte d'Ivoire depuis 35 ans, Guy Passerini tient une brasserie parisienne dans un quartier huppé d'Abidjan. La plupart de ses produits, il les achète en France. Pour ce discret ambassadeur de la cuisine française, c'est sa façon de contribuer à l'essor de l'économie française à partir de la Côte d'Ivoire. Nous avons une répercussion sur l'économie française puisque nous sommes français, donc nous achetons en France. On rentre dans les locaux qui deviennent des vestiges parce que ça n'a pas bougé depuis la destruction. En 2004 et en 2011, la société de vidéosurveillance de Christian Lejeune a été saccagée au temps fort de la crise ivoirienne. Alors sur sa façade, il affiche ce message qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, son entreprise renaît, mais à l'instar d'autres opérateurs économiques français, Christian Lejeune souhaiterait un peu plus d'attention de la part de l'État français, surtout que d'ici, il participe aussi à la vie économique de la France. C'est quand même pas mal d'achats, on achète des produits technologiques en France. Ensuite, sur l'économie, effectivement, on voyage. Quand on voyage, la destination première, c'est la France. On va voir la famille, on va voir les fournisseurs, on participe à des colloques. Depuis la fin de la crise post-électorale, la France s'est engagée dans un contrat désendettement-développement afin d'aider la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre la pauvreté et à conforter son retour à une croissance forte. Il s'agit d'un instrument original au sens où la Côte d'Ivoire continue à rembourser ses échéances qui sont dus à la France, et immédiatement nous reversons la contre-valeur sous forme de dons, de subventions, dans un compte à la Banque centrale qui est utilisé pour financer des projets. Plus de 700 entreprises françaises contribuent à hauteur de 30% au PIB ivoirien. Seulement, aucune étude pour l'instant n'évalue ce que rapporte à l'économie française la diaspora française en Côte d'Ivoire.
présent en Inde, des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord du pays. Bilan provisoire, 18 morts, une cinquantaine de personnes portées disparues. Suivez. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que ce temple de Shiva disparaisse au milieu des eaux. Depuis lundi matin, tout le nord du territoire indien est frappé par de très fortes pluies, notamment cet état de l'Uttarakhand, frontalier de la Chine, où au moins 14 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des effondrements de maisons. Une cinquantaine d'autres sont portées disparues. J'ai l'impression que les dégâts causés par les inondations seront aussi importants qu'en 2012. Mais cette fois, nous sommes en juin. Car c'est bien la date qui a surpris les habitants. Les pluies de mousson n'arrivent normalement que dans au moins 2 semaines. Cela fait plus de 50 ans qu'elles n'étaient pas arrivées aussitôt, même si elles ne sont pas plus intenses que d'habitude. Dans tout le nord-ouest de l'Inde, il y aura de fortes chutes de pluie pendant encore 2 jours. Ça devrait ensuite diminuer. Les températures seront en dessous de la normale. 4 autres personnes sont mortes et 5 disparues dans l'état d'Himachal Pradesh. À New Delhi, de nombreux immeubles ont été inondés, tout comme les aéroports. Comme chaque année, la mousson devrait durer jusqu'au mois de septembre. Mesdames et messieurs, voilà comment prend fin cette édition d'information que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.